Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez. Donc bienvenue dans cette masterclass de Biharmonis. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la quête de sens. Nous allons attendre quelques minutes, que tout le monde se connecte et je vais en profiter pour me présenter. Est-ce que d'abord, vous m'entendez bien? Vous avez un petit chat en bas à droite. Il y a écrit: «Tapez votre message», voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, je vous envoie un petit message. OK, Hervé me dit: «Oui», et cetera. Donc voilà, donc n'hésitez pas non plus à indiquer dans ce chat vos attentes. Vous seriez content à l'issue de cette masterclass sur la quête de sens. Si quoi? Si, voilà, si on répond à quelle question, si quel enjeu est adressé. Je serais ravi de pouvoir noter vos questions, pour pouvoir y répondre à la fin du webinaire. Donc quelques mots sur Biharmonis, sur les harmonistes et moi-même. Donc nous sommes des experts, sur la culture d'entreprise. On est des experts passionnés par ce sujet depuis une dizaine d'années. Moi-même, j'ai un parcours de financier, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, notamment j'ai monté une banque d'affaires, j'étais directeur financier de start-up. Mais j'ai toujours été confronté à un problème dans le développement des entreprises, de manque de clarté des fondamentaux. Ce qui nous a amené, nous, harmonistes, à essayer de, sensibiliser l'ensemble des entreprises et dirigeants sur une notion un petit peu oubliée qui est la culture d'entreprise, qui représente vraiment, les fondamentaux, l'âme de l'entreprise, son ADN. Et souvent, c'est assez clair dans la tête du dirigeant, mais beaucoup moins dans la tête des collaborateurs. Donc il y a un écart très important, donc une perte en ligne d'efficacité, de performance, de sens aussi, entre les dirigeants et les collaborateurs, mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes, vis-à-vis des clients, des actionnaires, et cetera. Et donc ce qu'on essaye de réhabiliter, c'est cette notion de culture d'entreprise qui inclut la raison d'être, le sens, on va en parler, mais qui inclut aussi les valeurs, les principes d'organisation, la vision, l'ambition, et cetera. Donc c'est quelque chose d'assez large et qui va permettre à l'ensemble des collaborateurs d'être beaucoup plus autonomes, qui va permettre aux dirigeants de pouvoir, développer son entreprise de manière plus sereine, plus harmonieuse, on va dire, parce que les équipes seront, comme je le disais, plus autonomes. Allez, je vous propose de commencer si tout le monde est bien connecté. Donc l'idée de cette masterclass, c'est quelque chose d'assez interactif, si possible. Donc j'ai préparé, en fait, un format très simple sous la base de 10 convictions. 10 convictions que je voudrais partager avec vous, qui apparaissent ici. N'hésitez pas à me poser des questions tout au long de cette présentation. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions un peu plus personnelles, dans le sens un peu plus concernant votre entreprise, à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez un bouton en haut à droite, tout en haut là, rouge, sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous, et je serai vraiment avec grand plaisir de pouvoir passer une demi-heure avec vous pour échanger de manière complètement libre sur votre enjeu, sur la quête de sens ou sur le management de l'entreprise. Alors, les 10 convictions que je voulais partager avec vous. La première, vous connaissez cette notion un peu américaine, la différence entre un nice to have et un must have. Le nice to have étant quelque chose qui est bon, qui serait bien d'avoir, et le must have, quelque chose qui était vraiment incontournable, qu'on doit impérativement avoir pour pouvoir développer l'entreprise. Et c'est une bonne question de se dire: est-ce que finalement le sens, donner du sens aux collaborateurs, que l'entreprise ait du sens? Et on va voir qu'il y a une différence entre donner du sens ou avoir du sens. Est-ce que c'est un must have ou est-ce que c'est un nice to have? Et pour ça, je voudrais juste partager avec vous une anecdote qu'un jeune m'a partagée il y a quelques semaines de cela. Il me disait que, entre millennials, c'est-à-dire entre jeunes de 20 ans ou 30 ans, alors on est plutôt dans les personnes qui ont 30 ans, les jeunes diplômés. Hem, il y avait une sorte de pression du groupe sur, est-ce que tu as un job qui a un sens ou est-ce que tu as un job qui a pas de sens? Et lui, il me disait qu'il avait monté sa start-up, mais bon, il n'avait pas vraiment travaillé sur le sens, sur la raison d'être de sa start-up, et il se prenait une pression dingue, lorsque ses amis lui demandaient: «Mais c'est quoi le sens de ton entreprise?» Et quand il n'était pas capable d'y répondre, il était très mal à l'aise, en fait. Donc il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a une vraie pression, des jeunes, ces trentenaires aujourd'hui, sur la quête de sens, sur le job qui a du sens. Ils appellent ça le dream job. C'est le job qui a vraiment
de rêve, qui a du sens, qui est, dans laquelle les personnes aussi sont écoutées. Le sens, on va le voir, ne suffit pas. C'est l'une des composantes d'un dream job, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement important pour toute la nouvelle génération, de toutes les personnes qui rentrent sur le marché du travail et pas que. Bien sûr, c'est valable aussi pour l'ensemble des générations, c'est valable pour l'ensemble des cadres, pour l'ensemble et notamment toutes les professions qui sont un petit peu en manque d'effectifs, et donc toutes les professions d'ingénieurs, de digital, etc. Mais on peut aussi aller dans l'hôtellerie, voilà, il y a énormément de jobs aujourd'hui, il y a énormément de secteurs qui sont en plein emploi ou pas loin. Et donc, il y a d'énormes problèmes de recrutement, etc. Et donc, il y a une sorte de rapport de force qui s'est rééquilibré. Et le rapport de force, même, va au-delà du rééquilibrage. Il est devenu le rapport de force était en faveur de l'entreprise. Et depuis quelques mois, il est vraiment quelques années, il est en faveur des collaborateurs. Alors, on va voir si là, il y a un petit ralentissement économique qui a lieu, notamment dans les startups. Donc, on va, je pense, assister à un rééquilibrage. Mais il n'en reste pas moins qu'on assiste, et c'est l'ensemble des professionnels qui le disent, il n'y a qu'à voir le succès des chasseurs de tête, le succès des cabinets aujourd'hui de management de transition et autres. Il y a vraiment une recherche de collaborateurs. C'est vraiment, il y a une guerre des talents qui est de plus en plus importante. Et les collaborateurs, aujourd'hui, avant de choisir une entreprise, vont vérifier quelle est sa culture, quel est le sens de l'entreprise, et vont rechercher des entreprises qui ont justement une belle culture ou qui sont porteuses d'un vrai sens. Donc, c'est ce que je veux souligner ici, c'est l'ampleur de ce phénomène, et qui est vraiment sous-estimé par les dirigeants. Et les dirigeants ne prennent pas conscience, ils le savent, ils savent que la quête de sens c'est important, que les jeunes le demandent, mais ils ne se rendent pas compte à quel point c'est important et à quel point c'est devenu absolument incontournable. C'est en cela que c'est un must-have. Deuxième, alors peut-être une définition sur la raison d'être. La raison d'être, c'est pas une notion vraiment, enfin le sens, c'est pas une notion vraiment nouvelle. Simon Sinek avait fait une vidéo qui a fait énormément de buzz, et qu'on a déjà parlé il y a une dizaine d'années, enfin il y a 7 ou 8 ans. Et il y a même, au niveau de l'ONU, des objectifs de développement durable qui ont été définis. Il y a tout un travail important qui a été fait sur la raison d'être, sur le sens. Voilà, l'idée, c'est de se dire, la raison d'être, c'est la finalité de l'entreprise au-delà du simple profit. Donc, c'est vraiment de dire, OK, il y a le profit de l'entreprise doit être profitable, mais à côté de cela, elle a un rôle, un impact à avoir sur le plan sociétal, environnemental, social, etc. Et donc, la question, c'est à quelle grande cause contribue l'entreprise. Et ça, c'est vraiment ça la raison d'être. Donc, on n'est pas dans un objectif de court terme, on est vraiment dans une cause auquel on veut contribuer au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Et on va le voir, c'est pas du tout si facile à définir que ça. Alors, avant de passer aux autres convictions, je voulais vous faire un peu participer, et ça m'intéresserait de savoir, chez vous, dans votre entreprise, est-ce que la raison d'être est-ce qu'elle est définie? Est-ce qu'elle est écrite? Voilà, donc est-ce qu'elle est pas du tout définie? Donc choix numéro un, elle est pas du tout définie, pas du tout, voilà. Deuxième élément, elle est définie, elle est écrite, mais finalement elle est pas tellement utilisée, c'est plus un outil de communication. Ou troisième élément, elle est définie et elle est vraiment, utilisée fréquemment. C'est une référence dans les prises de décision, c'est une référence dans la promotion des collaborateurs, c'est une référence dans l'évaluation des collaborateurs, et cetera. Donc je vois, il y a différents, alors 1, 2, 3, pour l'instant on a un bon tiercé. Est-ce que, ouais, de manière générale, il y a vraiment une prise de conscience, sur ce sujet, mais il est quand même assez rare que le 3 apparaisse. Donc Sabrina a la chance, et Hervé ont la chance de travailler dans une entreprise dans laquelle la raison d'être est définie et une référence. Donc c'est absolument génial, vous avez beaucoup de chance. Et voilà. Donc n'hésitez pas à répondre à 1, 2, 3, et ça me permettra d'avoir un peu une température de votre degré de maturité de votre organisation en termes de raison d'être. Alors, après, sur comment donner du sens aux collaborateurs, et comment que les collaborateurs, là encore, aient du sens. Je pense qu'il y a différentes façons. Faut pas être trop dichotomique. Et il y a différentes façons de donner du sens. Le premier élément, c'est très important, c'est de donner du sens dans le quotidien des collaborateurs. On va le voir tout à l'heure, c'est vraiment lorsqu'on prend une décision, lorsque on manage, un collaborateur, une équipe, va toujours avoir ce réflexe de dire voilà pourquoi on fait les choses, avant de dire voilà comment on va faire les choses. C'est le réflexe du pourquoi on fait les choses, et de donner et de laisser le comment à la charge des équipes,
qui est vraiment une sorte de réflexe qui n'est pas du tout naturel dans le mode de management classique. D'où il y a une vraie transformation culturelle du management à mener. Voilà, donc déjà, le sens, il est à ce niveau-là, hein. Le sens, il est au niveau de chacun des collaborateurs. Quel est le sens pour chacun des collaborateurs dans une action, dans sa motivation au travail. Donc là, il y a différents degrés de motivation, différents sens à la motivation du collaborateur. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est de se dire quel est le sens de l'ensemble de l'entreprise. Et c'est quelque chose qui est hyper important aujourd'hui. On l'a vu dans ce point 1, dans le must-have. Donc, il est important vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs, et on va le voir vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Vraiment, ça ne s'arrête pas du tout aux collaborateurs de donner, d'avoir un vrai sens. Alors ça peut simplement être, je dirais un sens, on a défini le sens, c'est dans les outils marketing, les outils de présentation de l'entreprise, c'est dans l'onboarding. On présente le sens de l'entreprise, c'est clair. C'est souvent le cas dans les entreprises familiales où il y a un sens extrêmement fort, mais il n'y a pas forcément besoin qu'il soit parfaitement défini, il est clair, il est prégnant. Mais on a une chance inouïe, en France, c'est d'être allé plus loin que la RSE. La RSE a été le premier pas. La RSE était le premier pas parce que c'était le fait de dire l'entreprise ne doit pas avoir d'impact négatif sur l'environnement, et donc c'était essayer de limiter par la RSE les impacts négatifs. Et puis la France a été un pionnier mondial, et il faut se rendre compte qu'on a une grande chance à ce niveau-là, par la loi Pacte en 2019, de dire voilà, mais si on allait un peu plus loin, donc c'est des universitaires qui ont lancé le mouvement, hein, c'est les mines qui ont lancé ce mouvement-là, qui a été repris par le gouvernement à ce moment-là, et qui était de dire est-ce qu'on ne peut pas réfléchir aux externalités positives, c'est-à-dire se dire mais en quoi l'entreprise peut vraiment impacter de manière positive le monde. Et ça aboutit à cette loi Pacte avec, je dirais, 3 stades différents, et à chaque entreprise le loisir de choisir le stade qu'il souhaite. Il y a un stade qui est obligatoire, qui est nouveau, qui est dans le code civil ou le code du commerce. Il est obligatoire que l'entreprise prenne en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Il est dans la loi, l'entreprise doit aller au-delà du simple profit, mais doit aussi prendre en compte ces enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, jusqu'au rapport que les entreprises doivent faire en termes de RSE avec une certaine taille, qui vont être de plus en plus exigeants. Donc il faut se rendre compte qu'il y a au fur et à mesure une contrainte législative, réglementaire qui va augmenter progressivement. Et quand vous définissez votre politique RSE, vous devez avoir une raison d'être. Ça fait partie des critères de la RSE. Et donc aujourd'hui, ne pas l'avoir, c'est quelque chose qui vous pend au nez de devoir travailler sur ce sujet-là. Et puis, il y a un deuxième stade que la loi Pacte permet, c'est d'inscrire dans ces statuts. C'est de se dire, OK, on va inscrire dans ces statuts quelle est notre raison d'être. Et donc, on va essayer de définir aux yeux de tous, de mettre dans les statuts, voilà notre raison d'être. Mais bon, sans autre obligation, c'est juste quelque part une inscription dans les documents légaux de la société. Et puis, il y a un dernier stade qui est unique au monde, c'est la notion de société à mission. C'est le fait de dire: «OK, on va aller au-delà de ça et on va avoir une vraie qualité juridique». Donc c'est pas un label comme EcoVadis ou comme B Corp, c'est vraiment une qualité juridique le fait d'être entreprise à mission, et qui nécessite un certain nombre, de critères. Il faut bien sûr inscrire sa raison d'être et des objectifs statutaires, donc décliner cette raison d'être en objectifs, on va en reparler, dans les statuts. D'accord. Après, il faut se dire, il faut nommer un comité de mission, donc des parties prenantes et externes ou des collaborateurs qui vont chaque année ou plusieurs fois par an vérifier le bon déroulement de cette mission. Donc il a fallu la quantifier, donc c'est un truc très, très important. Et puis il y a même un OIT, donc un organisme tiers indépendant, un OTI pardon, un organisme tiers indépendant qui va auditer en quelque sorte le travail du comité de mission, et que tout est bien respecté. Voilà, alors il n'y a pas d'autre obligation que cela, enfin, je veux dire, il n'y a pas mais on a une chance unique, et c'est ça qui est vraiment important, de se dire: «OK, si on veut travailler sur le sens des collaborateurs, on peut soit le travailler et définir une raison d'être, on peut l'inscrire dans les statuts, on peut aller encore un degré plus loin, aller sur l'entreprise à mission». Donc vous avez une latitude de choix qui est importante, et il faut le faire de manière assez précautionneuse. Nous, on n'est pas il y a une vraie dynamique, hein, autour de l'entreprise à mission aujourd'hui. Il y a à peu près 700, on va rapidement vers 1000, vers 2000 entreprises à mission. Il y a un vrai club avec la communauté des entreprises à mission qui s'est créée. Il y a une vraie dynamique extrêmement, enfin, un gros buzz autour de ça. Donc il y a une dynamique qui est lancée très lourde, et la France essaye de diffuser ça au niveau de l'ensemble de la communauté européenne. Donc il y a une dynamique poussée autour de ça. Mais c'est une chance. C'est une chance d'avoir ce statut. Est-ce qu'on saisit cette chance ou pas?
C'est à vous de le savoir. Voilà, c'est vraiment et là les harmonistes on est bien sûr là à votre disposition pour vous aider à réfléchir. Est-ce que ça a du sens de devenir entreprise à mission ou pas? Après, l'autre élément que je voulais partager avec vous, c'est que, c'est pas juste une inscription dans les statuts qui change les choses. En fait, il faut vraiment, voir, le sens comme une opportunité donnée à l'entreprise, je dirais, enfin de renouveler l'entreprise. Donc c'est vraiment une chance de donner, je dirais le vrai sens à l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'entreprise était très orientée dans, je dirais, les 30 dernières années vers une dynamique financière de dégager du profit. Donc, il y a une sorte de financiarisation de l'économie à outrance et qui était excessive. Et donc, il y a une sorte de rééquilibrage vers quelque chose de beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel, qui est de dire à l'entreprise est là pour dégager du profit, mais aussi pour servir une cause. Et les deux, et c'est ça qui est vraiment nouveau, vont s'auto-enrichir. C'est-à-dire que vraiment, il faut voir comme le sens qui doit être au service du business et le business au service du sens. Et toutes ces nouvelles entreprises de nouvelle génération qui arrivent, et je voulais prendre l'essence d'une entreprise comme Castali, vous savez, c'est des entreprises qui fabriquent des fontaines à eau pour remplacer, pour combattre, pour supprimer les bouteilles à eau en plastique, et de dire, voilà, arrêtez les bouteilles à eau en plastique, et pour vraiment, en termes d'impact RSE, un impact sur la planète, adopter des machines qui vont vous permettre de donner de l'eau à tout le monde dans l'entreprise et bientôt à la maison et dans des gourdes, etc. Donc, il y a tout un écosystème autour de ça. Et donc là, l'idée, c'est vraiment des entreprises qui vont fortement s'impliquer en termes de communication sur le sens, qui vont surfer là-dessus et qui vont générer du business à partir de ça. Et donc, c'est vraiment, on marche sur deux pieds. On marche sur le pied du sens et le pied de la performance. Et les deux sont là pour s'auto-enrichir et se marier ensemble. Et donc, c'est vraiment. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'entreprise à mission ou le travail sur ce sens, toute entreprise peut le faire. Il ne faut pas se dire l'entreprise à mission, c'est réservé à des entreprises qui sont un peu comme Castali, qui sont nées avec un sens très fort et qui sont là vraiment pour combattre une cause. Je veux dire, chaque entreprise peut avoir son sens, peut avoir une cause à défendre, et cette cause peut évoluer au fur et à mesure des années. Ça, c'est un truc qui est très, très intéressant, sur lequel nous, on travaille beaucoup. Et voilà, donc il faut se dire que chaque entreprise doit aller step by step, et en fonction de la nature de son activité, peut être très, très, avoir un sens extrêmement avec un impact très lourd, mais aussi peut commencer par des petits pas. Et toute entreprise peut devenir entreprise à mission quelque part. Et toute entreprise doit pouvoir définir sa raison d'être. C'est vraiment, faut pas hésiter là-dessus. Mais au-delà de ça, nous, en termes d'harmonistes, là, on est des militants et vous sentez mes convictions très fortes. C'est le fait de dire non, il ne faut pas voir juste la raison d'être, le sens, entreprise à mission comme une contrainte et de répondre à ses collaborateurs qui veulent absolument avoir du sens et si on fait un peu de ce qu'on appelle de window dressing pour leur donner, définir une raison d'être, la placarder. Et voilà, non, il faut aller vraiment dans un degré de sincérité et ce degré de sincérité vous le rendra bien parce que c'est vraiment vous vous rendrez compte qu'en travaillant sur du sens, vous allez avoir des impacts business et vous pouvez vraiment surfer sur le sens et performance. Et à un tel point que, quand on définit sa raison d'être, quand on définit le sens de l'entreprise, ça doit être transformateur. Si vous définissez une raison d'être comme quelque chose d'assez évident et si ça n'a pas d'impact business, c'est que vous n'êtes pas tout à fait au point. C'est que le travail n'a pas été tout à fait bien fait. Une raison d'être qui est vraiment mise en œuvre doit être un véritable guide, une véritable boussole qui vous permet à l'ensemble des collaborateurs de dire non, de refuser des choses, de dire non à un client qui serait absolument pas en phase avec le sens ou avec les valeurs de l'entreprise. Voilà, donc il faut vraiment voir toutes ces notions de culture comme des boussoles qui sont très importantes et des boussoles qui doivent amener à faire des choix. Par exemple, je voulais vous prendre l'exemple pour être très concret de la Camif, qui était la première société, une des premières sociétés entreprises à mission en France. La Camif, vous savez, c'était cette entreprise qui fait de la vente par correspondance de meubles, de linge de maison, etc. Et qui a décidé véritablement, qui a énormément travaillé sur sa raison d'être et qui a décidé de faire des circuits courts, de se fournir la totalité de ses produits en France ou en Europe extrêmement proche, qui permet de géolocaliser lorsque vous achetez un livre, vous achetez une couette, vous achetez quelque chose, vous géolocalisez, vous savez très bien
d'où vient le produit. Vous avez des vidéos qui vous montrent comment le produit a été fabriqué, et cetera, jusqu'à être et qui refuse le côté surconsommation. Un peu comme Patagonia, vous avez un article dans les Échos d'aujourd'hui sur Patagonia qui est une entreprise en milliards, hein, qui, vous savez, c'est des produits de montagne. Et l'entreprise va pas être dans la survente, elle va être là à dire non, mais tous vos produits que vous avez, tous les produits Patagonia, on les répare et on est là pour faire des produits qui durent une vie entière. Les produits sont garantis à vie, peut-être pas tous, mais une grosse partie. Et vous pouvez à tout moment rapporter un produit Patagonia, il va être réparé. Et l'idée, c'est pas d'être dans une consommation à outrance, c'est d'être dans une consommation responsable. La Camif, par exemple, a fait le choix de boycotter le Black Friday. Il a lancé tout un mouvement du boycott du Black Friday en disant non, arrêtons la société de surconsommation, consommons de manière responsable. Voilà, donc Black Friday, c'était une journée très très importante pour les vendeurs par Internet, les vendeurs par correspondance. Bah, voilà, oser dire non, mais on ne vend pas pendant le Black Friday, on fait un boycott parce qu'on ne veut pas tomber dans une surconsommation. C'est des vrais choix sociétaux, c'est des vrais choix aussi qui ont un impact en termes de communication. Donc en fait, l'idée d'aller travailler sur sa raison d'être, c'est aussi de donner à l'ensemble de l'entreprise cette capacité de donner un guide, de donner une boussole, d'avoir un phare, et qui permet aussi de refuser un certain nombre de choses. Et c'est important de savoir qu'est-ce qu'on abandonne. Quand on définit une raison d'être, ça veut dire abandonner quoi dans nos produits, dans notre offre, dans la façon de faire, dans les typologies de clients qu'on a. Ça veut dire abandonner quoi, mais pour gagner quoi d'autre. Et c'est ça que je voulais lui dire, c'est que ce n'est pas juste abandonner. Le sens est aussi profitable. Le sens va vous amener à créer du business. Et ça, c'est absolument impressionnant. Et là, on a deux exemples de clients bien harmonistes qu'on a accompagnés. Là, le premier, c'est un des clients historiques, c'est le premier client qu'on a eu il y a à peu près 9 ans de cela, qui est une société de courtage d'assurance voyage, donc qui permet aux jeunes d'être couverts en termes d'assurance lorsqu'ils vont faire un tour du monde. Et cette société avait, voilà, c'est du courtage d'assurance, donc sa raison d'être, c'était l'assurance voyage avec le meilleur rapport qualité-prix. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez basique, d'assez business. Et avec le travail avec l'entreprise, ce qui est ressorti des équipes, c'était leur fierté, c'était de permettre aux jeunes de se découvrir et découvrir le monde. Donc, vous voyez, l'impact émotionnel, l'impact de puissance, soit vous vendez la meilleure assurance voyage et allez motiver quelqu'un de travailler dans l'assurance, allez motiver des jeunes à travailler dans l'assurance, c'est quand même très compliqué aujourd'hui. C'est pas une industrie qui est très privilégiée, qui est très appréciée. Mais lorsque on présente l'entreprise en disant, mais voilà, on va permettre aux jeunes de se découvrir et de découvrir le monde, voilà. Et donc, ça va vous permettre d'attirer les talents, mais ça va vous permettre aussi d'attirer les clients. Donc, vous avez un véritable phénomène de communication. Ils en ont fait des films d'ailleurs, qui montraient des jeunes qui s'épanouissaient en voyageant à travers le monde et qui étaient en cohérence avec leur nouvelle raison d'être. Et ces films ont fait un tel succès, ont fait un tel buzz, c'est des documentaires, que le chiffre d'affaires de la société a été multiplié par 10 en quelques années. C'était un truc assez incroyable. Il y a eu un buzz énorme autour de cette société. Et l'entreprise a été même c'était juste un courtier d'assurance voyage. Ils se sont rendus compte que toute la gestion de sinistres, lorsque vous avez un accident, vous avez un plateau d'assistance, etc., était pas très bien faite, notamment tout l'aspect administratif. Ils ont été jusqu'à se lancer dans un nouveau métier qui était la gestion des sinistres pour permettre aux jeunes de vraiment être en sécurité. Et donc, voilà, donc ce travail sur la raison d'être, ça vous donne un cap. Et si quand vous avez ce cap, voilà, ça vous donne plus de force à innover, plus de force à communiquer, plus de force à vendre avec percussion. Voilà, donc c'est un truc important. Pareil pour Justatant, je vais le passer rapidement, mais Justatant, qui est une entreprise qui vend des produits pour les réunions, sur des produits consommables, du thé, du café, de l'eau, petits biscuits, etc., pour les réunions dans l'entreprise. Voilà, leur slogan à la base, c'était le cybermarché du bureau. Et en travaillant avec eux, voilà, leur passion, c'était de créer de la convivialité au bureau. Et leur slogan, c'est devenu le numéro 1 de la convivialité au bureau. Et ça leur a permis, à partir du moment où vous vendez juste un certain nombre de produits, vous êtes le cybermarché du bureau, vous vendez de la convivialité, vous imaginez que ça élargit énormément votre portefeuille de produits. Donc la gamme de produits a été multipliée par 7 ou 8. Voilà. Prenez un autre exemple comme Airbnb, que vous connaissez tous. Airbnb, la raison d'être de Airbnb, c'était trouver un hôtel rapidement, enfin trouver un logement rapidement dans une ville. Et c'est devenu rendre le voyage magique pour tous. Vous voyez, donc rendre le voyage magique pour tous, ça leur a élargi énormément leur activité vers de l'expérientiel. Voilà, un Américain peut venir aujourd'hui, grâce à Airbnb, visiter les catacombes par un Francilien, un Parisien qui va lui faire visiter les catacombes. Avant, ça n'existait pas, cette offre-là. Donc voilà, donc Airbnb a énormément travaillé sur son offre en reformulant sa raison d'être. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'une raison d'être puissante
va vous générer une capacité de communication, une capacité d'audace, une capacité d'innovation, une capacité de nouveau business. Et voilà, donc la raison d'être, ça commence à aller loin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste, quelque chose qui est là pour faire beau, à placarder. C'est quelque chose qui peut être transformateur de manière, qui donne la capacité de dire non et qui peut être aussi générateur de business. Un truc très important aussi, c'est qu'il vaut mieux pas se lancer dans ces chantiers de raison d'être qui sont des chantiers délicats, qui sont des chantiers très émotionnels sur lesquels les dirigeants et les managers sont pas très à l'aise, n'ont pas été formés pour ça. C'est pour ça que bon, le métier d'harmoniste existe, c'est pour vous aider à aider les dirigeants et les codir à se lancer dans des chantiers et les faire vite et bien de manière assez structurée. L'idée, c'est de se dire: «Si vous y allez, allez-y à fond». Ça nécessite bien sûr de l'exemplarité au niveau des dirigeants. Donc le principal sujet, c'est que le dirigeant et le codir, assument cette notion de raison d'être, donc leur correspondent. Donc il y a un vrai travail d'exemplarité. Mais au-delà de ça, il y a un vrai travail de ruissellement dans l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment de la raison d'être, vous allez vraiment la mettre en œuvre dans l'ensemble de l'entreprise. Dans votre plateforme de marque, en termes de communication, dans la façon de vendre, dans tout à fait le discours commercial, dans la marque employeur, dans l'onboarding, et cetera, dans la façon donc de recruter, dans vos offres d'emploi, dans votre stratégie impact, RSE, et cetera, mais dans les relations avec toutes les parties prenantes. Et au-delà de ça, dans le quotidien vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans la façon de manager, dans la façon de prendre les décisions, dans, la façon voilà. Et là, il y a une vraie transformation culturelle. Cette capacité de diriger les équipes en donnant du sens et en laissant donc en disant le pourquoi et non pas en disant le comment faire les choses, c'est vraiment un réflexe qu'il faut insuffler au niveau des équipes. Donc ce qu'il faut prendre conscience, c'est que, sens et cohérence sont vraiment les 2 versants d'une même pièce et vous ne pouvez pas travailler l'un sans l'autre. Et donc si, travailler une raison d'être sans qu'il y ait une cohérence, c'est pire que tout. Parce que derrière, c'est vraiment c'est risible au niveau des entreprises et ça a un effet absolument contre-productif. Alors une 7e conviction qui est importante, c'est que c'est pas du tout si facile que ça de travailler sur une raison d'être, d'où, là encore notre métier d'harmoniste, où on est vraiment des experts, parce qu'on ne travaille que là-dessus, sur l'ensemble des éléments de culture, mais dont la raison d'être est un des principaux piliers. Il y a aussi les valeurs, hein, qui est un pilier extrêmement important. La raison d'être, comment la définir? Est-ce qu'il faut qu'elle soit courte? Est-ce qu'il faut qu'elle soit longue? À quel niveau d'impact doit-elle avoir? Est-ce qu'elle doit être reliée au business? Est-ce qu'elle doit être concrète? C'est vraiment quelque chose d'assez sensible, en fait, et on se rend compte que souvent on fait des choses trop compliquées, souvent, ou des choses trop basiques, trop liées au business et qui manquent de portée émotionnelle. Voilà, donc il y a un vrai travail d'introspection, un vrai travail de maturation, ça peut être fait, il vaut mieux prendre son temps pour travailler sur ses raisons d'être. On ne change pas de raison d'être tous les 3 mois, tous les 6 mois, hein, donc si vous inscrivez une raison d'être, dans vos outils de communication, voire dans les statuts, ben, autant, qu'elle soit travaillée de manière profonde. Il faut qu'elle soit puissante, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit engagée, il faut qu'elle voilà, il faut qu'elle soit pertinente, il faut que les gens puissent, en lisant cette raison d'être, se dire: «Ah oui, c'est vraiment cette entreprise, ça lui correspond bien». Il faut qu'elle soit vraiment authentique, comme on en parlait tout à l'heure. Donc ça donne quoi? Ça donne, ben, vous avez une palette de tirs qui est assez large dans le travail sur raison d'être. Ça peut être juste une phrase, quelques mots, comme, ici vous avez Lego ou Michelin et je peux vous donner plein d'autres exemples. Les Lego, inspirer, développer les constructeurs de demain. Michelin, offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Et la raison d'être du groupe La Banque Postale qui va travailler beaucoup plus en profondeur et qui va définir, voilà. Et puis après, vous pouvez compléter ces définitions par des définitions un peu plus, je dirais, détaillées. On appelle ça le manifesto, qui va vraiment, détailler, votre raison d'être et cetera. Donc tout ce travail sur cette raison d'être, elle est très délicate, elle n'est pas du tout si facile que ça à faire. Et nous avons une habitude qui est vraiment importante, c'est aussi de considérer la raison d'être au sens large du terme. C'est-à-dire de ne pas simplement travailler sur sa raison d'être, en interne, mais d'aller interviewer l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est dans le travail qu'on va faire cette raison d'être, d'aller interviewer l'ensemble des parties prenantes pour te donner, et de tester, d'essayer par des interviews, d'essayer de voir pourquoi ils achètent auprès de cette entreprise, pourquoi ils sont actionnaires de cette entreprise, qu'est-ce qui est remarquable, à quoi cette entreprise contribue-t-elle, etc. Donc, entre la vision des collaborateurs et la vision des parties prenantes, c'est un truc très important. L'autre élément qu'on fait, et c'est pour ça que le sens est à considérer au sens large, c'est qu'on essaye d'encourager les dirigeants et les codires à travailler de manière participative, donc d'intégrer l'ensemble des équipes au travail de ça, soit par des sondages, soit en prenant un échantillonnage de collaborateurs, en les faisant participer, soit en créant ce qu'on appelle des culture teams. Je vous passe ces détails, n'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus. Mais il y a tout un travail
d'embarquement des collaborateurs, d'embarquement des parties prenantes et d'arriver à quelque chose qui soit percutant, qui soit singulier, qui soit fort. Et alors, plus vous élargissez, plus vous embarquez, mais plus vous arrivez à des choses qui sont finalement peu singulières, quoi, qui n'osent pas, qui sont un petit peu des choses, je dirais, sans âme, quoi. Donc, tout ce travail d'arriver à embarquer tout le monde tout en gardant la vraie singularité, quelque chose de puissant et oser assumer une raison d'être percutante, forte, limite clivante. Voilà, c'est un travail qui est extrêmement délicat et donc nous, on a cette capacité, en ayant une prise de recul et une expertise là-dessus, et ben de vous accompagner dans la définition de cette raison d'être. Donc, voilà, le message, c'est que c'est pas du tout si facile que ça à faire. Un autre élément très important que je voulais souligner, c'est que, et là, le mérite de l'entreprise à mission a apporté, est très fort puisque l'entreprise à mission a apporté une méthodologie pour le faire, c'est de dire il n'y a pas de sens sans mesure. C'est-à-dire on est ce qu'on mesure, c'est une expression que j'aime bien, que les harmonistes utilisent beaucoup. Et donc si à un moment donné, cette raison d'être, ce sens que vous avez défini, il n'est pas mesuré, il n'aura pas lieu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est pas cette expression «on est ce qu'on mesure», veut vraiment tout dire. Donc si vous prenez une entreprise comme Phoenix et je vous ai mis un petit peu avant des podcasts de Castaldi, de Phoenix, hein, je profite pour faire une petite pub sur notre podcast Harmony Inside. Donc vous tapez Harmony Inside sur n'importe quel podcast ou sur internet et vous allez trouver une soixantaine de podcasts avec des entreprises, une centaine d'entreprises, dont Mano Mano, dont Le Bon Coin, dont Cotton Square, dont plein d'autres, qui sont toutes des entreprises qui ont une très belle culture et ces dirigeants ou ces DRH vont témoigner sur comment ils ont travaillé sur leur culture, à quoi ça leur sert, etc. Et vous allez avoir vraiment des leçons de management et c'est très, très impressionnant. Voilà, donc je vous recommande notamment, par exemple, si vous êtes intéressé par la raison d'être, d'écouter Castaldi et Phoenix. Vous avez dans le chat, au tout début du chat, vous avez les liens vers ces deux podcasts, mais vous avez une soixantaine d'autres podcasts sur ce sujet. Et ce qui est intéressant de ce que dit Jean Moreau, le dirigeant de Phoenix, il dit ces conseils d'administration sont scindés en deux temps. Il y a un premier temps qui est financier, on dit voilà où est-ce qu'on en est en termes des chiffres d'affaires, de rentabilité. Et un deuxième temps, il veille à une vraie répartition équitable, 50%, 50% entre le temps passé sur le reporting financier et le temps passé sur le reporting extra-financier. Et donc, c'est le nombre de Phoenix, c'est le recyclage de produits alimentaires pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc, c'est le nombre de repas qui ont été sauvés et qui ont été redistribués, par exemple. Voilà, c'est ce genre de choses qui vont mesurer. Et c'est quelle typologie de population est touchée, etc., etc. Et ça, c'est la méthodologie de l'entreprise à mission qui a permis de structurer. On a vraiment une raison d'être, on a des objectifs statutaires qui sont déclinés en sous-objectifs opérationnels sur lesquels vous avez des KPI, donc des indicateurs mesurables. Donc tout ce travail de cohérence, de partir de la raison d'être et de le travailler en objectifs statutaires, en objectifs opérationnels et en un indicateur de mesure extrêmement clair. Et voilà, et ça, c'est ce qui est donné au comité de mission et ce qui est audité par l'OTI. Voilà, donc c'est vraiment toute cette démarche qui est très intéressante. Et donc, moi, si vous allez faire un travail sur la raison d'être, ne vous arrêtez pas à la définition de la raison d'être. Allez jusqu'au, comme on l'a vu, jusqu'au qu'est-ce que ça transforme en termes de business, que ça impacte quoi, à quoi on renonce, qu'est-ce que ça peut générer comme nouveau business, mais aussi comment on va mesurer. Donc, vous voyez, le travail entre le travail d'embarquement des équipes, le travail d'embarquement des parties prenantes, le travail de définition de la raison d'être, de sa formalisation, le travail de mesure, c'est un chantier qui est lourd. C'est un chantier donc il faut mener vite et bien. Et c'est un chantier dans lequel il y a pas mal de choses trappes et on tombe vite dans des choses qui sont sans âme. Et donc voilà, donc c'est vraiment un travail d'orfèvre à faire. Et puis la dernière chose, c'est que j'espère que je ne vais pas trop vous décourager. C'est que le sens ne suffit pas. Une fois que vous avez travaillé sur le sens, si vous n'avez pas de culture, si vous n'avez pas de valeur, si vous n'avez pas un comportement exemplaire des dirigeants, si vous n'avez pas travaillé sur l'ensemble de vos fondamentaux, ça n'a pas de sens. Donc, permettez déjà à vos équipes de bien travailler, à un management intermédiaire, d'être bien dans ses baskets et de faire plus du management coaching que du management, je dirais, dictatorial. Voilà, déjà de permettre à l'ensemble de leur entreprise de fonctionner de manière fluide est très important. Le sens va donner une énergie supplémentaire, va être un guide, une boussole qui va qui va ancrer, qui va donner un fondamental très très fort à une entreprise, qui va lui permettre de se distinguer en termes de sens, en termes d'attraction des talents, en termes de marque employeur, qui va permettre de pérenniser l'entreprise, mais ça ne doit pas oublier le quotidien et du management. Donc voilà à peu près les grandes
les 10 grandes convictions qui me portent, mais qui portent chacun des harmonistes au-delà de moi, et qui fait que voilà, on essaye de sensibiliser les entreprises à se dire voilà, c'est un outil qui est formidable, c'est un outil qui est hyper puissant, c'est un outil qui est indispensable, mais c'est un outil qui n'est pas si facile comme tous les outils de management, qui n'est pas si facile que ça à manier. Donc il faut manier avec une certaine prudence et faire un vrai travail en profondeur. J'espère que ces quelques éléments vous ont éclairé sur la quête de sens, sur comment répondre à cette quête de sens. Là, je crois que vous avez voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des sujets que vous voudriez, aborder? N'hésitez pas à utiliser le chat en bas à droite et à poser vos questions. Qu'est-ce qui, en vous, voilà, quel est, quel est l'enjeu que vous avez par rapport à ça? Je serais ravi soit de répondre à vos questions, soit n'hésitez pas aussi, comme je le disais tout à l'heure, voilà, à me passer un petit coup de téléphone. Donc ça, vous prenez rendez-vous, on prend rendez-vous dans les jours qui viennent ou la semaine prochaine, et on traite votre enjeu particulier. Souvent, chaque entreprise a une situation qui est extrêmement spécifique, qui est extrêmement spécifique. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à échanger de manière très libre. Merci Sabrina pour votre commentaire. À quel moment faut-il commencer à poser ces réflexions dans sa startup? C'est une très bonne question. En fait, c'est très intéressant. Quand on est dans une startup, on est là déjà pour identifier un besoin de marché, pour faire un minimum viable product, un MVP, et pour essayer d'y répondre. Et on est là pour répondre déjà à un besoin avec une solution la plus efficace et pertinente. Et puis on vit là-dedans, on commence à évoluer là-dedans. À contrario, quand vous prenez une startup américaine, une startup américaine va tout de suite se positionner à un niveau de sens, à un niveau d'impact sociétal extrêmement. Voilà, on est là pour disrupter quelque chose, on est là pour disrupter un marché, on est là pour apporter un sens très lourd. Et une startup à l'américaine va lever des fonds avec un degré d'ambition, avec une raison d'être extrêmement puissante, un degré, une vision marché extrêmement claire, une ambition limite internationale, mondiale de disruption. Donc, vous voyez, d'un côté, on peut dire il y a la startup à la française historiquement, et puis aujourd'hui, et puis il y a les startups un peu à l'américaine. Et aujourd'hui, la France a énormément évolué. Et aujourd'hui, toutes les startups, la plupart des startups que je rencontre, elles ont déjà un sens, elles ont déjà travaillé sur leur sens extrêmement tôt. Pourquoi? Parce que ça fait partie des premiers recrutements. En fait, aujourd'hui, pour recruter des ingénieurs de qualité, vous devez, une partie d'entre eux, pas tous, une partie d'entre eux voilà, est très sensible aux valeurs, très sensible à la raison d'être. Et donc, rapidement, les entreprises et les startups qui ne le font pas sont rattrapés par la police parce que n'arrivent pas à bien recruter, on n'arrive pas à fidéliser leurs collaborateurs. Voilà. Au-delà de ça, c'est hyper important entre dirigeants, lorsqu'on est deux, trois, souvent les startups sont fondées par deux, trois dirigeants, deux, trois fondateurs, voire quatre, bah de poser cette question initiale, et pas que, d'ailleurs, pas que la raison d'être, mais de se dire, OK, c'est quoi notre raison d'être? C'est quoi notre vision du marché? C'est quoi notre ambition? On veut devenir un acteur français, européen, mondial. C'est quoi notre mode d'organisation? Comment on va prendre les décisions? Comment on va gérer les tensions, etc. Donc, tous ces sujets de culture, donc raison d'être, mais au-delà de ça, les valeurs, et au-delà de ça, l'ensemble de la culture. Moi, je recommande aux startups de travailler extrêmement tôt. C'est dans le pacte fondateur. Il est plus important de travailler sur sa culture que sur son pacte d'actionnaires. Voilà, donc moi, je vous encourage à travailler. Et on a des clients qui nous ont fait appel à nous à la création des sociétés. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent parce que on a une difficulté à sortir une marque, on a une difficulté à sortir notre pitch commercial. Bah, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé suffisamment profondément sur vos fondamentaux. Même s'il faut les tester, même si dans une startup les choses sont mouvantes, il faut le travailler de manière très, 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 très tôt. Voilà. Je vois le surnom Philoche. Je pense que voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Alors voilà, je vois Béatrice qui dit nouvelle RH dans une grosse boulangerie artisanale, 47 salariés, j'ai de quoi faire. Oui, c'est vraiment intéressant de se dire on travaille dans une industrie, on travaille dans une boulangerie artisanale. Est-ce qu'il faut travailler sur sa raison d'être? Comment? Voilà. Donc, par exemple, sur une boulangerie artisanale, peut-être travailler sur les valeurs est un premier pas qui est peut-être un peu plus important, un peu plus simple. Les valeurs étant quelque chose de perçu par les collaborateurs, notamment dans des entreprises industrielles, de manière beaucoup plus concrète que la raison d'être, qui est quelque chose qui peut paraître un peu plus conceptuel. Ce qui est important, si vous voulez, c'est que les collaborateurs aient une vision globale des fondamentaux, et notamment dans le parcours de recrutement, dans le parcours d'onboarding.
qu'il y ait une cohérence entre la raison d'être, la vision, l'ambition, les objectifs stratégiques et le quotidien, et que tout ça soit cohérent. Et puis après, il y a un aspect, donc ça, c'est le sens énergie, hein, la raison d'être, l'ambition, la vision, c'est ce qui va donner la route, qui va donner l'énergie. Et tout ce qui est valeur comportementale, c'est plutôt du comportemental, c'est comment on fait les choses. Voilà, donc travailler sur ces fondamentaux, c'est extrêmement clair. Sabrina nous dit, pour une grande entreprise comme nous, 3000 collaborateurs, même si la raison d'être a été définie avec des collaborateurs et clients à un instant T, il est difficile de la faire vivre au quotidien, je trouve. La raison d'être devrait être connue des 3000 collaborateurs pour les rendre plus autonomes au quotidien. Subsidiarité. Oui, c'est exactement ça. En fait, le vrai challenge aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont fait un travail sincère dans leur raison d'être. Si le travail n'a pas été bien fait, ben, il faut le revisiter. Et c'est d'ailleurs une magnifique occasion, ces chantiers sur la raison d'être, sur les valeurs, de mobiliser les équipes. En fait, notamment dans ces phases, voilà, où il faut des phases un peu de crise ou des phases un peu de tension, où les gens se posent beaucoup de questions, hein. Post-Covid, il y a énormément de gens qui décident d'aller vivre différemment, qui recherchent un équilibre vie privée, vie professionnelle, et qui souhaitent aller vivre en province ou ailleurs. Donc voilà, comment on arrive à motiver l'ensemble des collaborateurs, à les emmener dans un projet puissant, à les embarquer. Là, vous avez un lien direct entre la puissance de votre culture et la motivation des collaborateurs et leur performance. Donc, comment arriver à traduire ces notions en véritables comportements concrets dans le quotidien? Alors nous, on a toute une méthodologie, Sabrina, prenez rendez-vous avec moi et je vous exposerai les 8 leviers. On a 8 leviers d'ancrage, on appelle ça l'ancrage, et qui vont vous permettre de travailler sur véritablement, OK, on a défini une raison d'être, on a travaillé sur les valeurs. Et ça, c'est dur lorsqu'on est RH ou DRH et qu'on a fait tout ce travail de manière sincère et qu'on voit que c'est absolument pas utilisé ni par les managers, et cetera. Donc il y a pas mal d'astuces, il faut avoir une approche assez complète des choses, et ce serait l'objet d'un webinaire en tant que tel. Voilà, mais si vous êtes intéressé par ça, Sabrina, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous exposerai ces 8 leviers d'ancrage qui sont clés pour réussir. Voilà, il est 9h41, j'espère. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question, une ou deux dernières questions auxquelles je pourrais répondre? Est-ce que ce webinaire a répondu à votre attente? Si vous pouvez juste me dire en oui ou non, ça serait formidable. Et sinon, bah, qu'est-ce qui manquait à ce webinaire? Voilà, ça me serait vraiment très utile. Je vous souhaite à tous une belle reprise, voilà, et une belle fin d'année. Voilà, et n'hésitez pas là encore à parler des harmonistes autour de vous. On est vraiment des experts de ces sujets et on est des militants, des experts et des militants de ces sujets. C'est des sujets importants et ce qu'on veut à travers notre action et tous les outils. Donc, je vous ai mis aussi un FAQ sur la raison d'être dans le chat. Vous avez aussi énormément d'articles que je vous recommande. Il y a ces podcasts, il y a énormément de contenu sur notre site web. N'hésitez pas à les écouter et ça va vous ouvrir vraiment les chakras de manière dingue sur ce qu'on peut faire. Et vous verrez des entreprises qui ont osé le faire et qui en tirent des bénéfices dingues. Et donc, si vous voulez convaincre un dirigeant, si vous-même vous n'êtes pas dirigeant et vous voulez convaincre un dirigeant, ben, lui envoyer quelques podcasts ou lui donner des exemples d'entreprises qui font, et je serais ravi, là encore, passez-moi un petit coup de téléphone. Et si vous cherchez des exemples d'entreprises dans votre secteur qui ont travaillé énormément sur leur culture, sur leur raison d'être, ça sera avec plaisir. On a aussi au sein des harmonistes, un harmoniste qui s'appelle Vivien Pertuso, qui est le rédacteur d'une newsletter qui s'appelle La Machine à Sens. Et je vous recommande vivement de vous y abonner. Et qui est, je dirais, le grand spécialiste de l'entreprise à mission, hein. Donc là, on va sur le sens vraiment engagé vers l'entreprise à mission. Et voilà, si vous avez besoin aussi de quelques conseils sur l'entreprise à mission, on a vraiment, je dirais, un des meilleurs experts français du sujet. Sabrina, oui, il peut y avoir un replay. Donc, si vous êtes intéressé par le replay, vous m'envoyez un petit mail, là encore. Mon mail, c'est patrick@b-harmoniste.com. Donc, patrick, je vous l'écris là tout de suite. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Si vous voulez le replay, je vous l'enverrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Voilà, et pour prendre rendez-vous, vous avez, c'était indiqué aussi au début du chat. Bah, je vous souhaite à tous une très belle journée, et voilà, et n'hésitez pas si vous avez une question, alors si vous le lancez sur ce chantier, que vous preniez un harmoniste, un coach, un consultant ou vous le fassiez seul, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de téléphone, on n'est pas du tout avare de quelques conseils. Allez, au revoir, très bonne journée à vous tous.